Bonjour. Bonjour, c'est vous qui animez la conférence? C'est ça, ouais, Franck Vogue. Super, enchantée. J'avais pas votre nom. Ouais, d'accord, désolé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner la main. Vous avez quelque chose à diffuser ou... Ouais, j'ai préparé un PowerPoint, du coup, ça sera plus agréable, plus simple. Ouais, super. Eh ben, je vais vous laisser la main tout de suite. Ouais, comme ça, on peut faire le test, voir si ça fonctionne. Hop, c'est tout bon pour moi. Ok, Ce que je alors, fais en général, c'est que moi, je coupe mon micro, mais je reste en en... backup. Ouais, exactement. Et après, je ne sais pas comment vous voulez faire. Est-ce que vous souhaitez faire une partie question à la fin ou... Ouais, ça serait peut-être plus agréable pour les personnes qui participent. Alors, je sais pas combien il y aura de personnes. Là, je vois déjà une trentaine, ça peut peut-être être compliqué. Mais tout va dépendre. J'en ai à peu près, je pense, pour une vingtaine de minutes à faire la Ouais. présentation. Et puis, c'est vrai que d'habitude, je fais ça en atelier. On est une dizaine, donc il y a un peu d'interactivité. Là, je pense pas pouvoir faire beaucoup d'interactivité vu qu'il y aura. Ce que je fais en général, c'est que je dis aux participants de poser leurs questions dans le chat. Et moi, Ok, comme ça, je peux vous les lire si vous avez encore votre PowerPoint. ouais. Et puis après, vous pouvez y répondre comme ça. Et puis, si, ce Hmm, sera à la marge de réactiver les micros. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué quand il y a beaucoup de personnes de... mhm. Ok. Alors, ça marche pas par contre comme je le souhaite. Est-ce que. Non, ça défile pas. Alors, pourquoi ça reprend? Si c'est bon là. Sur vos écrans, ça défile. Oui, Ok, top. ouais, nous on voit bien. On va partir comme ça alors. Et moi, j'ai pas d'œil sur le chat par contre, je crois. Donc, ouais, je vous Non. laisserai le gérer. Ça sera plus Ouais, simple. c'est pour ça. Je suis en train d'écrire un petit mot. Je dis que si tout, d'ailleurs, tout le monde m'entend, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat directement. Et puis après, Franck, il répondra. Il Hmm. répondra. Donc, Ouais, de toute Franck, façon. dès qu'il y a une question, bon, peut-être plus à la fin pour éviter de vous couper, mais Oui, oui, oui. voilà. Ça marche super. Il y en a pour une demi-heure, hein, je crois. Enfin, c'était le deal de départ, une demi-heure. Moi, je peux rester un petit peu plus longtemps si jamais la salle peut rester ouverte. Ouais, trente Euh, quarante minutes. Après, il y a une autre conférence qui démarre à 11 heures. Donc, il ok. faudrait arrêter à 10h55 max. Ouais. Je vous laisse gérer le temps du coup, parce que n'hésitez pas à Yes, m'interrompre si jamais vous voyez que je déborde de trop. ça marche. Et ben écoutez, Ok, après, parfait. on peut commencer dans 2 minutes si vous Ouais, voulez. on attend l'heure et puis on y Ouais. va. Super. J'arrive tout de suite. Voilà. Franck, il y a juste déjà une question. Est-ce qu'après, on peut récupérer le PowerPoint Alors ou... non, c'est des documents Non. internes que j'ai Ok. modifiés et malheureusement, j'ai pas l'autorisation de les diffuser. Donc, je Ok. pourrais pas forcément transmettre ça. Après, j'ai quelques fiches qui s'appellent ta, 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 fiches outils. Et ces documents-là, par contre, j'ai un PDF que je peux transmettre. Après, ça va être comment récupérer les adresses mail. Alors, Ouais. globalement, je pense que tout le monde s'était inscrit déjà. Donc, moi, je dois avoir à peu près les adresses mail. Ok. Si tout le Est-ce monde est d'accord, je pourrais utiliser ce fichier-là pour diffuser ce que j'ai le droit de diffuser. Et pour le reste, non, malheureusement, c'est un petit peu des docs internes, donc je peux pas les transmettre comme ça en tout cas. Ok. Voilà. Écoutez, donc pour les personnes qui sont inscrites sur Yourplan, donc j'aurai vos adresses mail, mais si vous vous êtes pas inscrit, que vous êtes entré directement via le salon, et ben, n'hésitez pas à mettre l'adresse mail dans le chat, je la récupérerai, je la transmettrai à Franck. Super. Ce C'est que je dix propose, heures c'est quinze, donc ouais, on peut y aller, hein. ouais, allez, ça marche. Bonne Ok, conférence, à super. tout à l'heure. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Franck Vogue, je suis consultant en développement professionnel pour le centre APEC de Mulhouse et j'interviens aussi sur Strasbourg. Et aujourd'hui, on est réunis par rapport à une conférence dans le cadre de Jobin qui aura pour intitulé Changer de travail, comment faire? Donc, l'objectif sera un petit peu de vous donner
alors pas la solution idéale, mais une méthodologie pour pouvoir, comment dire, rester, enfin, tester premier niveau d'information pour se lancer et pour savoir est-ce que c'est le bon moment pour changer d'emploi ou pas. Donc, on va faire ça en 4 points ce matin. On en a pour une petite demi-heure et on essaiera de garder un peu de temps pour des questions en fin de présentation. Donc, on fera déjà un premier point sur pourquoi j'ai envie de changer. Comment ensuite vous projeter sur un nouvel emploi? Comment identifier votre stratégie de mobilité? Suivant les cas de figure, les stratégies peuvent être différentes et on verra comment l'adapter. Et ensuite, comment se lancer? Comment mettre en place un plan d'action pour pouvoir justement être dans une situation idéale dans le cadre d'un changement d'emploi? Voilà un petit peu le programme de ce matin. Donc, le premier point, ça va être de faire le point. Si on a une envie de changement, c'est que il y a quelque chose qui nous pousse à faire ce changement. Alors, des fois, enfin, c'est rare quand même qu'on souhaite changer quand tout va bien, quand l'entreprise pour laquelle on travaille ou l'association pour laquelle on travaille, tout se passe sur des roulettes. Donc, la première étape, c'est de se demander pourquoi on a envie de changer. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que votre situation de travail semble inconfortable? Qu'est-ce qui vous irrite en fait dans votre quotidien? Et là, on prend une feuille blanche et on commence à lister ça et à voir un petit peu quelles sont les conséquences qui nous poussent à une mobilité professionnelle. Et on regarde si c'est plutôt une mobilité externe ou interne que l'on va rechercher. Alors, une fois qu'on a identifié l'origine des irritants, ça va être de le classer dans est-ce que c'est plutôt votre contexte de travail? Je sais pas, je prends un exemple, ça peut être des collègues avec qui on s'entend plus ou avec qui il y a eu un clash. Est-ce que c'est plutôt le métier? Un cadre comptable qui fait tous les jours la même chose et qui à un moment donné en arrive à une limite d'utiliser son ordinateur 8 à 10 heures par jour, qui change d'entreprise ou pas, ça va pas beaucoup l'aider. Donc ça va pas forcément être la même piste à suivre. Est-ce que vous êtes soumis à de l'ennui? Est-ce qu'il y a un manque de reconnaissance aussi en interne? Et par rapport à ça, après, ça va être de le classer dans les contextes, le métier ou la fonction ou encore l'activité. Ce qui est important, c'est surtout que lorsqu'on veut changer, il ne faut pas tout plaquer du jour au lendemain, mais il faut plutôt y aller petit à petit. Et j'ai rencontré moi, des personnes dans mes accompagnements où en fait, ils venaient à la rencontre de l'APEC ou d'un autre établissement pour lequel je travaillais par le passé, alors qu'ils venaient de signer leur rupture conventionnelle ou qu'ils avaient posé leur démission. Essayez de rencontrer, si jamais vous êtes dans cette situation où l'urgence de changer d'emploi se fait ressentir, essayez d'avoir quand même un avis externe, enfin pas un avis externe, mais au moins une personne avec qui on discutait, qui n'est pas de votre cercle proche et qui pourra peut-être vous faire prendre de la hauteur sur ce point-là. Voilà, alors non, pas de questions. Une fois qu'on a cherché les irritants, qu'on a réussi à les classer, on peut se poser aussi la question de ce qu'on recherche à travers le changement. Qu'est-ce qui, pour vous, va vous pousser à poser votre démission, à négocier un départ pour quelque chose d'autre? Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Ça peut être une rémunération, ça peut être un poste. Ce matin, par exemple, j'étais en entretien avec une personne. Son objectif, en fait, c'était d'être cadre. Elle était employée. Pour elle, ça ne la satisfaisait pas. Et son objectif, c'était d'obtenir le statut cadre. Donc, ça peut être quelque chose de tout à fait louable, hein, d'avoir chacun définit de toute façon son objectif par rapport à sa définition du travail et de son implication au travail. Une fois qu'on a défini ce qu'on veut obtenir et aussi qu'est-ce qu'on veut garder. Je suis dans la région lyonnaise, je veux rester sur Lyon, où ma mobilité, ça va être de passer maximum 3/4 d'heure dans les transports en commun et pas plus pour ne pas perdre non plus en qualité de vie. C'est important, ça aussi, de prendre en compte la qualité de vie. Souvent, la vie professionnelle, hein, c'est un savant mélange entre, bien sûr, son occupation au travail, son implication au travail et l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Des fois, quand cet équilibre est rompu, c'est ça qui va nous pousser derrière à aller plus loin, à changer les choses. Attendez, Franck, j'interviens 2 minutes. Est-ce que la Oui, personne qui s'appelle Nizar peut couper son micro, s'il vous plaît? Parce que je ne peux pas lui couper. Et on entend le bruit de son clavier, du coup,
C'est un peu Mm. dérangeant. Ok. C'est donc ça le clic-clic que j'entendais. Oui, c'est ça. Attendez, je vais le couper. Je récupère juste le rôle d'animateur en 2 secondes. Tac. Ok. Comment on fait? Donc je peux peut-être le faire moi, non? C'est Je bon, sais j'ai pas. fait. Hop, Ok, je vous super. remets en animateur et c'est bon. Voilà, c'est bon. Pas de Merci. souci. Lorsque l'on travaille sur ce document, hein, donc cette fiche outil de ce qu'on veut obtenir, ce qu'on veut garder, il ne faut pas hésiter aussi de faire des fois ce que j'appelle moi la liste au Père Noël, hein, c'est-à-dire de définir le job idéal qui, par la suite, nécessitera peut-être quelques adaptations par rapport au marché du travail, mais on peut se lâcher un petit peu et voir quels sont vraiment les objectifs. Alors, à court terme, à moyen terme, le long terme, moi, j'ai tendance à le laisser de côté en ce moment parce que se projeter à 15 ans dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, j'essaye surtout de garder le très court terme, donc dans l'année qui vient, le moyen terme dans les 5 ans et à la limite dans la dizaine qui arrive, mais rarement au-delà, hein. C'est très difficile. Aussi, on observe. Moi, je suis de Mulhouse, comme je vous le disais, on a PSA qui est pas très loin. À l'époque, il y avait des gens qui rentraient en tant qu'employés ou comme ouvriers et qui ressortaient 40 ans plus tard en tant que cadre manager. Aujourd'hui, c'est quand même relativement rare d'avoir une carrière ascendante dans la même société, dans les parcours professionnels que l'on peut observer. Et c'est tout à fait normal, hein. On observe des ruptures, des cycles de 3 à 5 ans, des évolutions, et des fois, les évolutions vont passer par le changement d'entreprise ou tout simplement les opportunités qui vont pouvoir être saisies. Une fois qu'on a fait le point sur ce qui nous pousse à vouloir changer de travail, il faut se projeter. Donc, c'est un petit peu poursuivre cette fameuse liste de choses que l'on veut garder. Et une fois qu'on a défini son idéal, c'est comment valider son projet professionnel. Alors, la validation du projet professionnel, pour moi, c'est une clé de voûte. C'est-à-dire, on n'arrivera jamais, aucun consultant ne pourra vous dire prenez cette décision, c'est la bonne décision pour vous par rapport à votre situation. Par contre, on peut toujours essayer de limiter le risque. Et pour limiter le risque, il faut travailler un projet professionnel et valider un projet professionnel. Pour cela, il y a quelques conseils simples, hein. C'est d'explorer son marché du travail, de rencontrer des gens, de faire du réseau. Le réseau, aujourd'hui, c'est une manière aussi de saisir des opportunités, de rester en contact avec le terrain et de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Étudier ce que propose le marché. Comme je dis souvent, hein, aujourd'hui, on est dans une société de l'offre et de la demande, et c'est aussi le cas pour le marché de l'emploi. Le marché de l'emploi, c'est quoi, hein, schématiquement? Des entreprises qui ont des besoins. Ce besoin émane soit d'un départ, d'une mise à la retraite, soit d'un développement d'activité. Et pour répondre à ces différents besoins, elle va définir une fiche de poste, des compétences qu'elle va rechercher, des qualités aussi, qu'on appelle soft skills aujourd'hui, compétences molles, transférables. Ça peut être une capacité d'apprendre, un bon relationnel, etc. Et va diffuser le plus largement possible ce besoin de compétences par les différents canaux qui vont être les job boards, apec.fr, pôle emploi.fr, Indeed, pourquoi pas aussi LinkedIn, afin de récolter un maximum de CV et de faire un tri dans ces CV afin de trouver le meilleur candidat dans, le, dans, dans ce que lui propose le marché. Et pareil, un candidat, un salarié ou un demandeur d'emploi qui recherche un poste, lui, il va choisir où il candidate par rapport aux entreprises qu'il vise et par rapport aux entreprises avec qui peut-être il partage des valeurs. Souvent, je prends le cas d'une personne qui a fait des études en économie sociale et solidaire ou en écologie, en développement durable. Il y a très peu de chances qu'elle aille travailler chez Total ou pour un grand groupe industriel qui a, avec qui il ne partage pas les valeurs. Donc ça, c'est aussi important à un moment donné de se poser la question de pour qui on a envie de travailler. Aussi, le marché, ça va vous donner des idées sur est-ce que mon emploi que je vise est accessible ou pas. Là, un autre exemple que je prends souvent, dans un accompagnement, j'avais rencontré une personne qui venait de Bordeaux, qui était ingénieur aéronautique, qui par la force de choses était venu s'installer à Mulhouse et qui voulait continuer de travailler dans l'aéronautique. Malheureusement, l'Alsace, ce n'est pas un fer de lance de l'aéronautique.
Donc, on s'est retrouvé dans la situation où, une fois qu'elle avait envoyé ses candidatures dans les 2 entreprises qui font un petit peu des jets privés à Bâle, eh ben, elle était limitée et elle ne pouvait plus rester dans l'aéronautique. Donc, se posait la question d'une remobilité, est-ce qu'elle devait retourner dans le sud-ouest, ou comment elle pouvait adapter son profil de compétences pour pouvoir répondre aux besoins du marché local. Être conseillé par un professionnel, ça peut être tout simplement de prendre contact avec quelqu'un à l'APEC pour étudier ce qu'on appelle faire le point et voir quelle est votre situation professionnelle aujourd'hui et qu'est-ce qui vous permettra d'avancer dans votre cadre. Pour moi, le point vraiment le plus important, hein, c'est le marché, parce que c'est lui qui va définir un petit peu aussi la faisabilité de votre projet. S'il y a énormément de candidats et de profils disponibles sur les postes que vous visez, votre mobilité professionnelle pourra peut-être être plus longue. Donc, des fois, faire un pas de côté, voir un autre secteur d'activité, voir un métier un petit peu transverse, va vous permettre d'accélérer aussi votre recherche d'emploi, que ce soit pour un retour à l'emploi ou pour une transition professionnelle. Voilà. Une fois que vous avez fait ce projet, c'est d'identifier la stratégie de mobilité. Aujourd'hui, on définit par un outil qu'on appelle la matrice de Poro 4 profils qui correspondent à une mobilité professionnelle. Ces 4 profils sont ceux que je vous projette et ce qui serait intéressant, c'est de voir déjà si vous arrivez à définir dans quelle famille vous êtes. Premier point, je reste dans la même fonction et dans le même secteur d'activité. Là, on peut se dire c'est plutôt une personne qui a un contexte professionnel compliqué, qui apprécie son métier, mais qui a envie de tout simplement peut-être d'aller à la concurrence. Je sais pas, on peut prendre un commercial qui travaille pour un sous-traitant automobile, va travailler pour un autre sous-traitant automobile. Plus, ça pourra être facilité parce que son portefeuille de clients, eh ben, il va pouvoir le rapatrier aussi dans son nouvel objectif, dans son nouvel emploi. Je souhaite rester dans la même fonction et changer de secteur d'activité. C'est-à-dire que le métier est intéressant, par contre, le secteur de l'automobile, par exemple, commence à devenir compliqué, et c'est de voir où est-ce qu'il peut proposer les compétences, où est-ce que vous pouvez proposer les compétences que vous avez au niveau d'autres entreprises. Des fois, c'est passer du privé au public, ou des personnes qui travaillent dans des grandes sociétés de plus de 5000 salariés, de travailler dans une TPE-PME, ou pourquoi pas dans une association. Troisième cas de figure, je souhaite changer de fonction, mais rester dans le même secteur d'activité. Là, on va plutôt parler d'évolution. Cette évolution, c'est quoi? C'est en interne ou en externe, prendre des responsabilités. Je suis conseiller clientèle en banque, j'ai envie d'encadrer, de manager. Je vais voir comment je peux passer responsable, par exemple, d'une équipe, voire pourquoi pas responsable d'une petite agence avant de basculer sur un poste de responsable d'une grosse agence dans le secteur bancaire. D'accord? Dernier cas de figure, je souhaite changer de métier et changer de secteur d'activité. Là, on arrive dans une réflexion qui sera un peu plus longue, un peu plus, j'allais dire compliquée, mais ce n'est pas le cas, hein. On a les outils nécessaires, mais c'est ce qu'on appelle tout simplement aujourd'hui une reconversion professionnelle. Le secteur d'activité dans lequel on évolue et le métier ne sont plus en phase avec qui on est aujourd'hui. Et là, se ressent le besoin d'aller sur autre chose, de bouger sur de nouveaux challenges. Et là, c'est de définir qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à vouloir changer et quelles sont aujourd'hui vos aspirations. Une fois qu'on a identifié l'enjeu, eh ben, il suffit de voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce qui est projeté. Dans le premier cas, je veux changer, je veux rester dans la même fonction et rester dans le même secteur d'activité, c'est de voir qu'est-ce qui va vous permettre de vous différencier de la concurrence. Quelles sont vos ressources qui vous permettent un petit peu de tirer votre épingle du jeu. Ensuite, si vous souhaitez rester dans la même fonction et changer de secteur d'activité, c'est de voir comment vous pouvez capitaliser sur les compétences transférables. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes bon dans ce que vous faites et que vous allez être bon dans ce que vous souhaitez faire par la suite. Ce qu'on appelle le transfert, tout simplement. Démontrer votre potentiel d'évolution, comme je vous le disais, ça peut être en interne, ça peut être en externe. Des fois, légalement, vous avez logiquement un entretien annuel avec votre manager et c'est à ce moment-là
qu'il faudra voir s'il y a un potentiel d'évolution possible. Faire valoir aussi simplement vos motivations de vouloir évoluer en interne dans l'entreprise. Alors, ce n'est pas forcément évident à aborder, c'est un argumentaire à préparer. Et là aussi, un conseiller en évolution professionnelle pourra vous aider à préparer ce type d'entretien. Dernier cas de figure, la reconversion. Là, on est plutôt sur la situation où on fait table rase du passé. Il faut qu'on construise quelque chose de nouveau. Alors, les compétences que vous avez aujourd'hui, on ne va pas les effacer, hein, ce n'est pas un reset général, hein, mais c'est de voir comment vous pouvez capitaliser sur ces compétences, quelles sont les compétences à rajouter pour que vous puissiez changer à la fois de métier et changer de secteur d'activité. Vous avez des outils aussi, tels que le bilan de compétences, qui peuvent vous aider à réfléchir sur ce sujet-là. Mais c'est vrai que là, on s'éloigne un peu du sujet, on n'est plus vraiment sur le changement de métier, mais plutôt sur de la reconversion professionnelle qui nécessiterait en fait un atelier à elle toute seule, à lui tout seul. Alors que j'avance relativement vite sur ma présentation. Une fois qu'on a fait le point, qu'on a réussi à se situer, là, le point clé, ça va être de voir comment avancer, comment se lancer sur le changement. Et suivant le petit persona dans lequel vous êtes, hein, donc je rappelle, continuité, transfert, évolution, reconversion, vous avez ce qu'on appelle, nous, à l'APEC, le BPMA, qui va vous permettre en fait, de vous positionner pour étayer votre profil ou faire le point sur des choses qui vont vous permettre de soit vous vendre plus facilement en entretien, soit de saisir des opportunités qui aujourd'hui ne vous paraissent pas aussi claires qu'elles le sont peut-être. Donc, tout ce qui est présenté là sur le BPMA, ce n'est pas un ordre, hein. Vous pouvez très bien commencer par l'action, soit par le projet, par le marché, etc. Mais passer par chaque itération est important, pardon, car ça va vous permettre de mieux vous connaître et de mieux cerner le marché dans lequel vous allez évoluer. Donc, au niveau du bilan, déjà, c'est de savoir quelles sont les compétences que vous avez, quelles sont les connaissances que vous avez acquises depuis, en gros, que vous êtes sorti d'études. Quels sont les traits de personnalité qui vous caractérisent? Est-ce que vous êtes plutôt solitaire ou au contraire, vous aimez manager, vous aimez travailler en équipe? Quels sont vos comportements au travail, vos aptitudes, vos motivations? Et encore une fois, on en revient à cette fameuse question des valeurs. Il y a 15-20 ans, on ne se posait pas la question des valeurs. Et c'est vraiment un sujet qui est émergent aujourd'hui, que ce soit auprès des jeunes générations ou que ce soit auprès des personnes qui se posent la question d'une reconversion. Le projet, on en a déjà un petit peu parlé, hein, c'est vraiment de définir le poste, votre objectif, quel est votre point de chute idéal, dans quel secteur d'activité et dans quel type d'entreprise. Aujourd'hui, on ne travaille pas dans une grande entreprise comme on peut être dans une TPE-PME ou dans une association. Donc, c'est de voir aussi par rapport à votre personnalité, quel est le cadre de travail idéal pour vous. Travailler dans une grosse équipe, ou plutôt être dans une toute petite entreprise où on vous demandez beaucoup plus de polyvalence que d'expertise, ça c'est important. Le marché, quel est l'état du marché? Et là, aujourd'hui, l'APEC vous propose des outils que vous pouvez utiliser en autoconsommation. Alors, je ne sais pas si... Ouais. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle data cadre. Et là, par exemple, sur un métier, on va mettre ressources humaines, par exemple. Non, ça ne marche pas. Le moteur de recherche, des fois, peut être un peu capricieux. Voilà. Cadre de ressources humaines. C'est en fait une sélection de métiers qui regroupe normalement tous les métiers cadres reconnus en France. Et du coup, là, ça va vous donner des grosses tendances. Alors, soyez pas surpris, hein, pour les personnes qui ne sont pas en Île-de-France, 70% de l'emploi cadre aujourd'hui est en Île-de-France. Donc forcément, quand vous allez faire cette première recherche, vous allez voir que l'Île-de-France est vraiment le point là où il y a le plus d'offres. Après, rien ne vous empêche de cliquer sur une grande région et de voir là quels sont les pôles d'attractivité par rapport au secteur d'activité. Si on reste dans les ressources humaines, par exemple, là, on va être sur Strasbourg essentiellement, Nancy, Colmar, et puis après les autres petits bassins d'emploi, Châlons-Épernay, Reims, Mulhouse, etc. Donc là, ça vous donne les secteurs les zones d'emploi intéressants, le nombre d'offres sur le dernier trimestre, et enfin les niveaux de rémunération, le secteur qui recrute, donc plutôt société de holding pour les RH en Grand Est, le fret,
l'architecture et l'ingénierie. Le niveau d'expérience des candidats, le niveau de diplôme des candidats. Ça peut aussi vous questionner sur, ben voilà, j'ai un BTS, j'ai évolué en interne, est-ce que ça vaut le coup de réfléchir à une validation des acquis d'expérience pour décrocher un master? Et le volume moyen des candidats qui ont postulé aux offres. Là, c'est important pour savoir quel est l'état de votre concurrence par rapport au métier que vous visez. Donc voilà. Vous avez vu, hein, je suis passé par Google, vous mettez Data Cadre et vous arrivez directement sur le site de l'APEC. Si vous souhaitez des statistiques plus fines, il faudra prendre rendez-vous avec un consultant APEC qui, lui, a accès à ce qu'on appelle l'analyse du marché cadre et où là, on peut vraiment aller dans le détail, d'une part, des offres d'emploi, des niveaux de rémunération et aussi de la concurrence. Je rebascule sur le PowerPoint. Donc, ça, c'était pour le marché. Et enfin, c'est les actions. Quels sont les outils que je dois utiliser pour être efficace sur le marché de l'emploi dans le cadre de ma recherche d'emploi? Alors, ce qui vient de prime abord, ça va être le CV, la lettre de motivation. Est-ce que votre CV est à jour? Est-ce que votre CV répond aux attentes du marché? Est-ce que votre lettre de motivation a été personnalisée par rapport à l'offre que vous visez? Ensuite, ça va être aussi de travailler ce qu'on appelle la visibilité. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais rechercher un emploi, ce n'est pas uniquement répondre à des offres d'emploi. Ça, c'est très bien, hein, c'est 70% du marché ouvert, enfin 70% de l'offre d'emploi aujourd'hui, hein, ce qu'on appelle le marché ouvert. Mais il faut aussi travailler sur ce qu'on appelle le marché caché de l'emploi et qui représente à lui à peu près 30%. C'est difficile de quantifier quelque chose de caché, mais qui vous sera accessible soit par les réseaux sociaux professionnels. Le profil APEC est un réseau social professionnel. LinkedIn, Indeed, tout ça qui va vous permettre en fait d'être visible des recruteurs et qui vont vous permettre aussi de capter l'attention des recruteurs sans que vous-même vous envoyez votre candidature. Ce qu'on appelle aussi des fois la chasse, des cabinets de recrutement qui vous contactent. Voilà, je me présente, responsable recrutement, je travaille pour un de mes clients qui recherche un profil tel que le vôtre. J'ai vu votre profil sur LinkedIn, votre parcours est intéressant. Est-ce qu'on peut se rencontrer pour en discuter? Là, pour un candidat, c'est plutôt royal, hein, puisque quand on est désiré, c'est toujours plus facile de négocier que lorsqu'on est dans une posture d'être demandeur. Donc là, la négociation autour du salaire, la négociation autour du package d'arrivée est plus intéressante et plus facile. Donc ça, c'est le marché caché. Travailler son réseau aussi. Quelles sont les personnes ressources que vous allez pouvoir solliciter? Des clients, des fournisseurs, des personnes que vous estimez ressources, le guide, enfin le carnet d'adresses des anciens élèves de votre école. Ça peut être des petits points à soulever pour pouvoir vous créer de nouvelles opportunités autres que celles de je vois une offre d'emploi et je réponds. La difficulté avec le marché ouvert, c'est que vous, moi, on peut postuler sur les mêmes offres. Ce qui veut dire que même si vous êtes plus compétent que moi au même poste, il va falloir sortir du lot au niveau du recruteur. Et je ne m'embarque même pas aujourd'hui dans la discussion sur le tri de CV fait par des machines, des intelligences artificielles, parce que là, on n'a pas encore toutes les études qui vont nous permettre d'être efficaces là-dessus. Mais sachez que certaines grandes entreprises peuvent utiliser des IA pour trier les CV. Donc là, c'est comment vous, à votre niveau, vous arrivez à berner l'IA pour que votre CV ressorte dans les résultats de recherche. Maintenant qu'on a évoqué tous ces points-là, c'est où vous en êtes au niveau, de votre projet. Qu'est-ce qui vous manque pour aller plus loin? Donc là, on va commencer à parler de plan d'action. On a l'exemple d'une personne qui est au contrôle de gestion depuis 8 ans. Elle souhaite devenir responsable. Elle a une licence uniquement. Son manager lui explique que pour évoluer, il faut qu'elle ait soit un DSCG, soit un master en contrôle de gestion. Ça va être de voir comment elle peut aller vers ce but-là. Est-ce qu'elle doit faire une formation en dehors de son temps de travail? Est-ce qu'elle a déjà les compétences? Et du coup, certifiée par une VAE va lui permettre d'obtenir assez facilement un bac plus 5. Est-ce qu'elle ne maîtrise pas un logiciel et une formation courte pourra lui permettre de maîtriser ce logiciel pour rendre sa candidature légitime? Là, encore une fois, tous les cas de figure vont être différents par rapport à la situation des individus. Donc, réfléchissez aujourd'hui à ce qui pourrait rendre, entre guillemets, plus sexy votre CV, votre candidature. Mettez-vous toujours du principe, comment va être reçue ma candidature d'un point de vue de recruteur? Et pour avoir ces informations-là, qui ne sont pas évidentes, ne pas hésiter à relancer des recruteurs. Ne pas hésiter non plus
à demander à un recruteur pourquoi votre candidature n'a pas été retenue. Des fois, vous allez être dans la situation où c'est tout simplement il y a eu un meilleur candidat que vous. C'est la règle du jeu. Encore une fois, c'est le marché qui définit ça. Mais des fois, on va pointer le fait que vous ne maîtrisez pas un logiciel ou une compétence clé. Vous faites de la gestion de projet, mais vous n'avez pas de certification agile, par exemple. Donc là, c'est des certifications qui sont assez simples à avoir. Donc, une fois que vous avez cette information-là, vous pouvez voir dans votre plan d'action comment obtenir cette certification. Là, vous avez un petit outil qui vous permet de construire votre plan d'action. Quel est votre enjeu, l'objectif que vous êtes fixé, qu'est-ce que vous devez mobiliser pour y aller, qu'est-ce que vous faites et quel est l'état d'avancement. Donc là, pour les personnes qui font du management de projet, c'est des choses qui doivent vous parler, ces matrices-là. Mais voyez ça qu'une recherche d'emploi aujourd'hui, c'est un projet à mener et qui nécessite aussi des étapes. Et le plan d'action peut vous aider à y voir plus clair dans ces étapes. Il n'y a rien de pire que la rumination et de voir qu'on n'avance pas. Le tableau de bord vous permet de voir que vous avancez petit à petit. Alors, mot de la conclusion, quelques conseils par rapport à ce que je viens de vous présenter assez rapidement. Je me rends compte que ça va relativement vite et je m'en excuse si je ne suis pas allé très loin dans les détails. Mais travaillez votre projet à tête reposée. Aujourd'hui, moi, je vous ai donné beaucoup d'informations par rapport aux 4 étapes à suivre sur le projet de mobilité professionnelle. Encore une fois, comme je vous le disais, ce n'est pas sur un coup de tête que vous devez partir. Donc, prenez bien le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez faire et essayez d'adapter une méthodologie qui va vous permettre de vous assurer que le choix que vous allez faire est le bon choix. Avancez en autonomie dans ce que vous maîtrisez comme sujet, les services et outils que vous pouvez utiliser sur apec.fr. Pôle emploi aussi, avec son Job Store, permet d'avoir accès à des outils plutôt utiles. Je pense entre autres à la bonne boîte, où vous mettez un intitulé de poste, un secteur géographique, et ça va vous donner les offres d'emploi que Pôle emploi a récoltées sur les dernières années, avec une note de 1 à 5 sur le potentiel d'employabilité. Et si jamais aujourd'hui vous vous trouvez dans la situation où vous vous sentez coincé, n'hésitez pas à prendre contact avec l'APEC ou avec un autre conseiller en évolution professionnelle. On se fera un plaisir de vous accueillir et de faire cette fois-ci un point individuel sur votre situation et ce qui va vous permettre d'avancer, de débloquer cette situation. Donc l'APEC, c'est des entretiens individuels, des ateliers en présentiel et en distanciel, des web ateliers qui font entre 1 heure et 4 heures la plupart du temps, sur des thématiques aussi diverses que comment faire son profil réseau social professionnel, LinkedIn entre autres, comment préparer un pitch d'entretien, se présenter en 2 minutes efficacement, la reconversion, la mobilité professionnelle, etc. Voilà. Merci pour votre attention et puis maintenant je suis disponible si vous avez des questions ou si vous souhaitez approfondir l'un ou l'autre point. N'hésitez pas à poser les questions directement dans le chat. On vous dit merci surtout. Ouais. Merci pour votre attention et puis bonne réflexion par rapport à ce sujet qui est passionnant mais qui n'est pas forcément simple à gérer. Du coup, je vous laisserai me transmettre. Je crois que je ne sais pas si vous avez mon adresse mail pour le tableau. Je crois pas. Vous pouvez me l'envoyer? Oui, bien sûr. Ouais. Parce que j'étais en train de me dire, il me semble pas l'avoir. Je n'avais pas votre nom. Ouais. Tac, je vous l'ai mis dans le chat en direct. Merci. Et puis j'enverrai un message en copie cachée pour les participants qui le souhaitent. Ah, super. Eh ben, écoutez, je vous envoie les adresses tout de suite. J'ai récupéré toutes les adresses du chat. Ah, il y a une petite question dans le Oui. chat. Alors Mika, le plus simple, c'est en effet de vous rendre sur apec.fr, de créer un compte, ça prend 2 minutes,
Et puis après, de solliciter un rendez-vous. Normalement, nous, on a une obligation de poser nos rendez-vous à 9 semaines. Donc, suivant le lieu où vous êtes, hein. Alors, normalement, Jobin, c'est sur l'Alsace essentiellement, voire le Grand Est. Donc, on a un centre sur Mulhouse, sur Strasbourg, sur Nancy, sur Metz, sur Reims. Donc, vous prenez au plus proche. Et puis, vous pouvez choisir soit en présentiel, donc en centre, soit en visio ou par téléphone. Voilà, n'hésitez pas. Normalement, on est à peu près à 15 jours, 3 semaines de rendez-vous sur des plages horaires assez vastes. Pardon. Donc, voilà. Donc, le site internet est assez. Ok. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être couper. De Mhm. toute façon, je ne sais pas si vous êtes sur le stand de l'APEC sur Jobs in Strasbourg, mais il me semble qu'il y a certains de vos Ouais, collaborateurs. absolument. Normalement, on est sur les 3 jours. Donc, moi, je serai présent jeudi après-midi de mémoire. Et sinon, en effet, j'ai des collègues qui vont être présents sur cet après-midi et demain aussi. Donc, n'hésitez pas à passer. Âge et reconversion, il n'y a pas vraiment d'âge hein, pour une reconversion. Moi, j'ai déjà fait des reconversions professionnelles à 25 ans, une fois que la personne avait fini son cursus d'études. Donc Mm, là-dessus, il ne faut pas avoir de crainte. Et pareil pour des personnes en fin de carrière, hein. Ça va dépendre de l'objectif. Obtenir à faire une reconversion professionnelle à 58, 59 ans pour récupérer un poste en salarié CDI, ça peut être compliqué. Maintenant, rien n'est impossible. Il y a d'autres formes d'emploi aujourd'hui. Je pense au portage salarial, je pense à la micro-entreprise qui vous permettra de boucler votre carrière si jamais vous êtes dans cette situation-là. Alors, dans le cas d'un départ d'un employeur avec rupture conventionnelle, il est important de penser que pour le démissionnaire, il s'agit d'une opportunité ou un ras-le-bol. Alors, je ne sais pas si vous parlez d'un point de vue employeur ou salarié, mais la rupture conventionnelle, il faut voir ça comme un divorce à l'amiable. Donc, il faut que les deux parties soient gagnants. Et souvent, quand c'est le salarié qui va demander la rupture conventionnelle, l'entreprise ne veut pas forcément la voir partir, la personne. Et des fois, quand une entreprise veut se débarrasser d'un salarié avec qui ça ne va plus, le salarié ne veut pas forcément. Donc, il faut vraiment trouver un terrain d'entente dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Aujourd'hui, c'est vraiment, je pense que c'est la rupture de contrat qu'on voit le plus. Ça rentrait vraiment dans les mœurs. Mais ce n'est pas un droit, en fait, la rupture conventionnelle. Mm. Et en effet, la rupture conventionnelle, on peut voir ça comme une échappatoire à court terme, rapide. Mais il faut quand même préparer le terrain avant de signer la rupture conventionnelle, dans le sens où, dès lors que vous signez une rupture conventionnelle, vous avez maximum 2 ans de droit au chômage devant vous. Et 2 ans, ça peut sembler long, mais dans les faits, c'est très rapide, surtout s'il y a un projet de formation dans le cadre. Donc, vaut mieux garder ces 2 ans pour la formation et la recherche d'emploi plutôt que prendre les 2 ans de chômage comme une période où d'abord je vais me recentrer sur moi, je vais me reconstruire, je vais travailler un projet, je vais partir en formation et je vais arriver en fin de droit quand je vais devoir rechercher un emploi. Voilà. Je vous remercie encore pour vos questions et puis pour votre attention. Et puis je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Merci beaucoup, Franck. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.